Héloïse espère un jour pouvoir innover afin d'améliorer le quotidien de chacun. Elle est sensibilisée au développement durable dès son plus jeune âge et elle tente d'agir à son échelle au travers de petits gestes du quotidien et dans la vie associative. Elle s'investit notamment auprès d'Emmaüs Annemasse pour redonner espoir et dignité à ceux qui en ont besoin par le travail dans le réemploi des meubles, des objets, des textiles. C'est vraiment je dirais, le domaine d'Emmaüs qui a été fondé et initié par l'abbé Pierre. Donc voilà un engagement associatif, militant, et Héloïse va aborder justement ses motivations et sa réaction notamment en termes des migrants et des enfants des migrants. Alors on va l'écouter avec beaucoup d'attention sur son engagement. Héloïse, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs les parents, permettez-moi de vous rappeler une citation de Pythagore. Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Je suis ici aujourd'hui pour vous faire part d'une ignominie, l'accueil des mineurs migrants non accompagnés en Europe. Ces enfants viennent du monde entier, mais principalement d'Afrique. Certains fuient la guerre et ses horreurs, d'autres la pauvreté. Certains sont contraints à l'exil par le climat, quand d'autres espèrent trouver un avenir meilleur. Tous partent avec le cœur brisé et la peur au ventre. Tous doivent dire adieu à leurs parents, leurs frères et leurs sœurs. Ils savent qu'une longue route dangereuse les attend, mais ils rêvent de la vie qu'ils auront au sein de nos nations des droits de l'homme. Ces enfants voyagent seuls, démunis face aux dangers et à la malfaisance des passeurs. Ces êtres ignobles qui ne sont motivés que par l'argent, sans aucune estime pour la vie humaine. Des enfants racontent avoir payé 8 300 $ pour passer de l'Afghanistan à l'Italie, voyageant sans eau ni nourriture, accompagnés des cadavres de leurs camarades ayant succombé. Nous connaissons les tristement célèbres canaux, remplis de migrants dont la plupart n'arrivent pas vivants. Certains périples passent par la terre et traversent de nombreux pays. Les moyens de transport sont inhumains. On a déjà retrouvé des personnes cachées dans des matelas sur des toits de voitures. Arrivez-vous à vous représenter l'horreur de ces situations? Ces jeunes sont affamés, épuisés, transis de foi, terrifiés. Mais ils survivent car l'espoir est toujours là. L'espoir d'un jour réaliser leur rêve, le rêve d'une vie meilleure. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989 constitue le cadre général de protection des enfants à l'international et notamment en Europe. Toutefois, cet instrument ne prévoit pas de dispositions s'appliquant directement aux mineurs migrants non accompagnés, ce qui complique lourdement les questions législatives de leur accueil. Pour prendre en charge au mieux ces nouveaux arrivants, une évaluation de leur âge est mise en place. Elle est normalement effectuée au travers d'un simple entretien oral, ainsi que d'une vérification des documents d'état civil. Mais bien souvent, l'apparence physique ou l'hésitation lors du récit de vie suffisent à mettre en doute la minorité du migrant et à justifier le recours à un examen médical. Ce dernier représente un danger pour les jeunes à cause des rayons utilisés, ainsi qu'une violation de leur intimité. Par ailleurs, il n'est fiable qu'à 2 ans près. Ces jeunes arrivent à bout de force, et ce qui ne devrait être qu'une simple formalité se transforme en un nouveau calvaire. Alors qu'ils devraient se sentir en sécurité, protégés, certains doutent d'eux et de leurs témoignages. Ils sont alors obligés de se livrer à un examen intrusif et peu fiable, et cela doit changer. Connaissant l'état physique et psychologique dans lequel ces enfants arrivent, on pourrait penser que les autorités font tout pour les aider et leur trouver une nouvelle situation au plus vite, et cette fois digne d'un être humain. Et pourtant, la réalité est bien différente. Dans les zones frontalières, les arrivées sont nombreuses. Les agents en charge des mineurs n'hésitent pas, pour certains, à franchir la ligne de la légalité, et notamment grâce aux tests médicaux peu fiables, afin de renvoyer ces jeunes chez eux, jugeant qu'ils sont déjà bien trop nombreux ici et qu'on ne peut pas aider tout le monde. Selon les experts interrogés par Eurochild, un organisme d'aide aux enfants, l'accès au système de placement en famille d'accueil pour enfants non accompagnés est inexistant ou très limité dans certains États membres. De ce fait, les jeunes sont accueillis dans des refuges, ils vivent dans des conditions détestables. En effet, le nombre de migrants est si important que certains sont logés dans des camps de réfugiés constitués de tentes. Ces jeunes se retrouvent souvent avec des adultes et doivent donc encore une fois faire face à la criminalité. On recense plusieurs cas d'enfants ayant enfin atteint leur but, au péril de leur vie, qui se font enlever dans les camps et se retrouvent dans les réseaux de traite humaine. Pour les plus chanceux, qui sont envoyés dans des centres exclusivement réservés aux mineurs, la partie n'est pas encore gagnée.
Il est arrivé à maintes reprises que les centres d'accueil proposent aux jeunes de dormir dans un couloir froid, sur un simple matelas avec une petite couverture. D'autre part, l'accès à l'éducation est primordial pour l'avenir d'un enfant, mais de nombreux obstacles s'y opposent. Dans certains États membres, les écoles ne sont pas préparées pour accueillir de vastes groupes d'immigrants. En outre, en raison de la barrière de la langue et de la distance entre les écoles et les centres d'hébergement, les enfants réfugiés peuvent avoir de grandes difficultés à suivre les cours. Comment pouvons-nous espérer les intégrer dans ces conditions? Comment peuvent-ils espérer s'offrir un avenir dans ces conditions? C'est ici que nous, citoyens européens, devons intervenir. Nous devons nous investir pour que ces jeunes qui fuient la misère ne la retrouvent pas une fois arrivés en Europe. Si les conditions d'accueil sont si dures, c'est parce que les nations ne sont pas préparées à recevoir un aussi grand nombre de migrants. Et c'est pourquoi nous avons le devoir de faire de l'Europe une terre d'accueil en aidant les nombreuses ONG impliquées dans ce combat. Cette aide peut se traduire par des dons, de votre temps ou de votre argent, par l'accueil de jeunes chez vous, dans vos écoles, ou au travers d'une offre d'accès à la santé, à l'éducation et à l'emploi. Donnons-leur de l'espoir, permettons-leur de retrouver une vie décente et offrons-leur l'avenir dont ils rêvent. L'Union européenne révolutionne les droits de l'homme. Elle représente l'espoir, la stabilité et la liberté aux yeux du monde entier. À nous de montrer que les Européens n'ont pas changé, que nos idéaux sont toujours vivants et ne cessent d'évoluer. Venons en aide à ces jeunes qui sont notre avenir ainsi qu'à tous les autres. Car c'est notre monde, soyons ses citoyens, soyons solidaires, soyons unis. Merci. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui ici avec vous. Je viens quand même du Sahel. Vous savez, cette partie du monde qui fait face à d'énormes défis. Et c'est de là où partent les jeunes qui échouent dans la Méditerranée. Vous avez parlé tantôt de la Méditerranée comme cimetière, même si je vous dirais aussi que le Sahel est aujourd'hui un cimetière aussi pour le monde, parce que là nous recevons des voitures qui polluent notre environnement, nous recevons des objets de toutes sortes qui sont déversés là et qui ne tiennent pas compte donc de la durabilité. Mais pour être plus rapide et concis, je vais juste vous parler de notre expérience. En 2002, j'étais encore étudiant et j'ai entendu pour la première fois parler des OMD. Je me suis engagé sans attendre. À l'époque, quand j'en ai parlé la première fois dans ma classe, on m'a taxé d'utopiste. Mais je pensais, comme beaucoup d'autres camarades, qu'il était temps que nous fixions des objectifs et que nous ayons donc la possibilité de les évaluer à un moment donné. Vous savez, mon engagement a continué jusqu'à ce que je rencontre l'aimable Pascal Fressos à Abidjan. Elle était venue animer un forum sur les ODD. Alors donc nous avons fait chemin ensemble et l'alliance que j'avais créée avec des amis, finalement, était carrément mise sous l'action de l'AIODD. Aujourd'hui, nous sommes AIODD Mali. Alors, je suis enseignant à l'université. C'est là où j'ai vraiment des coups de France pour agir. Je crois que vous aviez parlé de la communication. Au-delà même de la communication comme aspect culturel, il faut s'interroger sur qui communique. Je pense que l'enseignant qui communique sur des objectifs de développement durable, c'est différent des membres du gouvernement qui en parlent à des jeunes. Ils ont besoin de sources crédibles. Moi, je suis crédible. Voilà ce que je vais vous dire. Alors, pendant tout ce temps, depuis 2015, effectivement, nous avons animé plus d'une dizaine de conférences dans nos universités pour vulgariser les sujets. Alors, je vais vous dire, ça aboutit quand même parce que l'école où j'enseigne a finalement, dans la révision de ses programmes, souhaité que les ODD soient intégrés. Et l'enseignement m'a été confié. Je suis professeur des ODD dans mon école, en plus de mes cours en psychologie du développement humain et de trauma. Ce qui fait que aujourd'hui, je pense que c'est une bonne pratique qu'il faut quand même valoriser. Et je crois que d'autres tendances vont suivre. Certaines universités vont intégrer les ODD dans les curriculums. Et c'est pas facile d'enseigner quand même les ODD. Parce que lorsque vous en parlez,
aux étudiants, vous disent, mais monsieur, tout ça là, c'est des beaux discours, c'est de l'utopie, pendant des années on nous en parle, nous ne voyons pas les choses bouger. Mais c'est normal parce que je pense que nos systèmes éducatifs aujourd'hui ne forment pas à cette éducation positive, communication positive pour amener les élèves, les étudiants à se débarrasser des idées reçues. Et aujourd'hui, vous savez que le travail que nous faisons donc au sein de ces universités, ça permet aux étudiants de reprendre confiance, espoir et arriver à comprendre les ODD et aussi à agir. J'avoue que beaucoup adhèrent et ce que nous constatons est que finalement, même des thèmes de recherche, de mémoire, de thèse sont issus des ODD. Je pourrais vous donner un exemple, beaucoup d'exemples. En ce moment, je suis même en train d'encadrer un mémoire sur la pauvreté dans une commune de Bamako. Et c'est parti donc de mon cours sur les ODD. Alors, ce que je vais dire rapidement, c'est que nous travaillons aussi à développer certains concepts, à former les étudiants sur le leadership en animation et surtout la confiance en soi. Je pense que cela nous paraît essentiel pour les amener à comprendre, à adhérer au discours et à s'engager durablement pour la mise en œuvre des ODD. Ce que nous comptons faire maintenant, après avoir donc visé le monde universitaire, je dis que nous voudrions nous engager à partir de cette année dans la promotion active des ODD 3, 4, 5, 13 et 16. Et nous avons une idée de ce qu'il faut faire. Tout cela est parti donc des idées simples que nous avons recueillies à travers des débats, à travers aussi des réunions que nous avons eues avec des jeunes et surtout des étudiants. Pour l'ODD 3, alors nous pensons que notre action doit être sur la promotion du sport et de l'éducation physique. Parce que vous savez, la santé, nous sommes plutôt dans ce que peut-être que les médecins qui sont là vont m'aider à reformuler ça. Nous sommes dans une médecine d'urgence. C'est quand les gens sont malades qu'ils pensent à leur santé. Or, c'est une question qu'il faut toujours mettre en avant. Nous pensons que le sport est un facteur important de promotion de la santé. Donc la sédentarisation est aujourd'hui en train de faire des dégâts dans nos pays. Vous avez beaucoup de diabète, vous avez beaucoup de maladies cardiovasculaires, ce que nous ne trouvons pas du tout normal. Maintenant, par rapport à l'éducation, parce que je suis quand même de ce domaine, je crois qu'il faut, comme nous l'avons noté, promouvoir l'éducation inclusive. Nous avons des systèmes éducatifs qui ne prennent pas en compte les différences. On en compte les enfants en situation de handicap, les enfants issus de communautés stigmatisées, etc., etc. Mais surtout que nous travaillons à la transformation de ces environnements scolaires et universitaires pour permettre donc aux apprenants de se sentir dans leur environnement. C'est plutôt à l'école de s'adapter aux enfants et non le contraire. Nous sommes dans un pays qui a deux écoles spéciales. Nous comptons, à travers un plaidoyer, œuvrer pour que ces écoles-là, d'ici 2030, cessent d'être des écoles spéciales, en intégrant donc les écoles des enfants de la communauté ou en leur trouvant des places dans les écoles ordinaires. Maintenant, par rapport à l'ODD 5, ce que je vous dis, je pense que par rapport à ça, vous le saurez, il n'y a pas assez de progrès par rapport à la promotion des femmes dans les instances de prise de décision et surtout dans l'école. Alors je suis tout à fait content et heureux d'entendre une de nos sœurs africaines élue. C'est une bonne chose. Je ne veux pas revenir sur les chiffres, ça va nous faire perdre du temps. Mais je vous parlerai simplement de la loi 050 pour l'accès des femmes aux postes nominatifs et aux postes d'élection. En réalité, cette loi a été votée par le gouvernement, mais elle n'est pas vulgarisée. Nous comptons donc travailler à ce que ce soit vulgarisé. Maintenant, par rapport à l'ODD 13, alors, ça, nous sommes dans une perspective de participer
à une action nationale de reboisement, de plantation de 20 millions d'arbres d'ici 2022. Alors déjà, donc, nous sommes dans ce mouvement et nous comptons mobiliser les étudiants, parce qu'ils sont aussi nombreux. Nous avons près de 100 000 étudiants dans les universités en tout, qui constituent donc un point sur lequel nous allons nous appuyer pour planter les arbres. Mais aussi, un des défis par rapport à cet ODD 13, c'est tout ce qui concerne l'environnement, c'est de lutter contre le péril plastique. Aujourd'hui, nous avons vraiment un péril plastique dans nos pays. Vous savez, on consomme et on jette les plastiques qui finissent par boucher les canaux ou se retrouver partout dans l'environnement. Et cela cause assez de dégâts sur l'environnement, des dégâts contre les animaux, etc. Et il est important donc que nous mettions l'accent dessus. Alors, par rapport à cela, l'objectif 16, ce que nous avons en tête aujourd'hui et le projet est en train d'avancer, c'est la création d'une maison de la paix. Et pour nous, du Sahel, la paix est un mot, mais plus qu'un mot. C'est essentiel aujourd'hui d'en parler. Et quand on sait tout ce qui se passe en termes de violation des droits de l'homme et surtout de faiblesse de bonne gouvernance, nous comptons donc faire de ces maisons de paix des lieux où vont partir de véritables initiatives pour former des citoyens engagés pour la paix. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que nous pensons que pour la paix, il est essentiel que dans ces maisons de la paix soit enseignée l'éducation périnatale. Parce que, en tant que professeur de psychologie, et je le sais, pour avoir enseigné la psychologie périnatale, que l'éducation périnatale pourrait changer radicalement, faire changer radicalement les paradigmes, parce que ça va former des hommes depuis la base, depuis la cellule, des hommes de paix. Alors ça, c'est important. Alors, Patrice, je vais tenir parole pour vous dire qu'il y a un atout au Sahel. Atout parce que nous avons quand même 60% de la population qui est jeune. Et ça veut dire que vous avez un potentiel dynamique aujourd'hui sur lequel nous pourrions nous reposer. Et je veux vous demander qu'aujourd'hui nous travaillons aussi à montrer ce qui va, ce qui marche. Nous sommes plutôt dans une dynamique qui a tendance à démoraliser la jeunesse africaine et à montrer partout, sur les chaînes de télévision, à dire dans les radios, je vais citer RFI pourquoi pas, parce que c'est une des radios les plus écoutées, et on le courage de dire, chaque fois qu'on parle d'Afrique, c'est la guerre. C'est quoi l'Afrique? C'est la pauvreté, c'est la maladie. Et pourtant, on ne vous dit pas qu'en Afrique, il y a des jeunes qui se mobilisent pour des ODD, il y a des jeunes qui se mobilisent pour la durabilité. Et donc cette jeunesse africaine, avoir gagné de l'espoir, avoir positivement. Alors, si, moi je ne suis pas mené aujourd'hui une recherche, mais si vous ôtiez la responsabilité de la communication dans le déversement de cette jeunesse dans la mer, dans le déferlement de la jeunesse sur le désert pour venir en Europe, il n'en restera pas beaucoup. Je pense qu'il faut revoir la communication. Et surtout, s'il y a des médias ici, qu'on nous aide à montrer positivement ce que nous faisons. Et surtout, cela est extrêmement important à mon avis. L'autre atout, quand j'entends énergie pour l'Afrique, je ne sais pas si ma soeur est là, je me pose des questions. Énergie pour quelle Afrique? Parce que cette Afrique a beaucoup d'énergie. Nous avons le soleil. Ah oui, ça c'est l'énergie. Bon, je me demande d'où vient cette énergie. Est-ce que c'est de là l'Afrique? Voilà la question. Nous avons assez d'énergie, c'est pour moi une opportunité. Et en plus, j'avais parlé du dynamisme de la jeunesse qui constitue quand même une énergie valable. En conclusion, Patrice, je vais faire l'enseignant parce que j'ai l'habitude quand même d'être condensé dans mes cours. Je pense que le message que nous essayons de délivrer à travers notre action AIDD et Mali, c'est que tout ce que vous faites peut paraître insignifiant, mais faites-le quand même. Faites-le quand même. Et qu'il ne faut pas attendre des financements des gouvernements pour agir. Il ne faut pas attendre des bailleurs de fonds pour agir. Et la preuve, j'ai voulu la démontrer parce que quand j'ai reçu l'invitation,
je n'ai pas demandé un billet, qu'on me finance mon billet d'avion pour venir. Alors je l'ai fait. Conseil départemental de la Gironde et qui a donc une expérience en termes de promotion du territoire dans toutes les dimensions et dans le même esprit que celui qu'a présenté Patrick. Donc, Madame Labert, vous avez la parole. Alors, bonjour, je suis très émue d'être là, parce que ce que vous avez derrière vous, derrière moi, c'est la spirale de la co-responsabilité pour le bien-être de tous, qu'on a dessinée depuis 10 ans avec tous les acteurs du territoire, qui sont acteurs publics, acteurs privés, ONG, habitants, personnes en difficulté avec lesquelles on travaille pour être aussi sur cette question du bien-être et de ménager au local les conditions d'un bien-être pour tous, pour aujourd'hui et pour demain. Et cette spirale, elle dit pas le départ c'est en haut, elle dit pas le bénéfique retour au local, elle dit que tout est lié. Et que finalement, quand on va venir se situer pour parler, pour agir pour le bien-être de tous, pour aujourd'hui et pour demain, c'est à tous les endroits que ça se passe. Et finalement, ce qui va être utile pour pouvoir agir, pour pouvoir se situer par rapport à ces enjeux-là, c'est d'avoir la lisibilité de cette spirale de co-responsabilité. C'est-à-dire que savoir que chacun, à son étage, on peut faire quelque chose, qu'il se passe des choses aux différents étages, et qu'on va s'interroger sur, quand on est au niveau d'un territoire, comme nous c'est le cas en Gironde, on va s'interroger sur sujet par sujet, quelle est la part de chacun d'entre nous. Ensuite, on va s'interroger sur qu'est-ce que chacun d'entre nous fait comme part de la part qu'il a. Et ensuite, on va s'interroger sur comment on fait tous notre part à 100%. Donc c'est ça le programme de co-responsabilité qu'on met en œuvre sur tout un tas de sujets qui vont de l'alimentation, défi capacité alimentaire, hein, qui est le défi prioritaire. Et donc je suis très émue d'être ici parce que c'est une image qu'on a co-construite, mais qu'en général je travaille qu'avec les gens qui sont en bas, c'est-à-dire avec les pieds sur terre. Et le fait de le faire tout en haut, ça fait un ascenseur émotionnel, c'est énorme. Donc juste, je voulais vous raconter un petit peu l'histoire de comment nous, territoire de la Gironde, et parties prenantes, acteurs et gens qui vivent sur ce territoire-là, on s'est saisi des ODD et pourquoi. Pour moi, les ODD, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement enthousiasmant. Et l'ODD bashing, je pense sincèrement, on n'a plus le temps. Voilà, donc c'est plutôt essayer de dire quelle est la part belle de ces ODD-là, comment on peut en faire quelque chose qui nous donne du courage et qui nous donne les capacités à agir, parce que là, tout le reste, faut lâcher l'affaire. À quoi ça sert? Donc nous, on est un territoire qui a commencé il y a 20 ans à se saisir de cette notion de développement durable, mais comme tout le monde le disait à la Monsieur Jourdain, en gros on pouvait parler de développement durable à condition de ne pas le savoir et que ça ne change rien à ce qu'on faisait. C'est-à-dire c'est pas très grave, ça a permis de se mettre en bouche et que tous les acteurs se disent qu'ils faisaient du développement durable sans le savoir. Jusqu'à ce qu'il y ait des petites mains qui disent « ouais, mais si on le fait en le sachant, ça change quoi ?» Et on se dit, ouf, ça change des choses. Donc là, on s'est mis dans la roue déjà de Rio et de l'agenda 21 mondial, en disant, mais voilà, ça peut changer quelque chose si on fait un programme volontaire, un projet territorial volontaire d'action pour le développement durable. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, cet agenda 21, ce projet territorial de développement durable. Dans ce projet territorial de développement durable, on est évidemment parti avec l'ensemble des parties prenantes. Donc on a créé il y a 10 ans, 15 ans bientôt, un réseau de tous les agendas 21 de Gironde, donc 70 collectivités en Gironde, les entreprises engagées dans les démarches de responsabilité sociétale, les ONG et les associations engagées aussi dans ces démarches-là de développement durable à leur échelle, les établissements scolaires, etc. Et là, ce qu'on a commencé à faire, c'est faire des choses. Parce qu'il fallait agir, et concrètement. Alors, et concrètement, on fait des choses. Et concrètement, on fait des actions. Et concrètement, on vient se donner la preuve que nous, on est en capacité d'agir.
Et concrètement, on vient le mesurer, on pose énormément de questions sur les indicateurs, on manipule des milliers d'indicateurs. Ensuite, on se dit, c'est pas ça. Donc, on va travailler sur des indices territoriaux. Et puis après, on se redit, mais finalement, à quoi ça sert tout ça? Quel est le sens de tout ça? Donc, on va revoir la population en disant, qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui fera votre bien-être pour aujourd'hui et pour demain? Et là, sur ce chemin-là, où on sait qu'on sait faire, on sait que les stratégies existent, les schémas existent pour aller là où il faut faire, on se dit, mais bazar, maintenant on sait qu'on sait faire, parce qu'on sait donner les preuves sur tout un tas de champs opérationnels, vous pouvez aller sur le site Agenda 21 de la Gironde, on sait qu'on sait suivre, on sait qu'on sait rendre compte, on sait qu'on sait travailler ensemble, mais concrètement, quand on regarde, on sait aussi que la situation ne fait que se dégrader. So what? Et donc à ce moment-là, quelque chose arrive de miraculeux qui est les objectifs de développement durable. Et qui disent très bien, maintenant vous savez faire, vous savez que vous savez faire, vous savez que vous savez suivre, vous savez que vous savez évaluer, etc. Et maintenant, si toute cette capacité, elle était mise au service de faire des choses qui servent à quelque chose, qui sont à la hauteur des enjeux. Donc aujourd'hui, c'est cette invitation-là qui fait qu'on se situe en lien avec les ODD, c'est dire, très bien, on est ensemble parce qu'on a envie de continuer à vivre ensemble. Et c'est ça l'objectif. Et les ODD, c'est une boussole. C'est pas la panacée. Les ODD, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est, voilà, 169 cibles à atteindre d'ici 2030. Ça s'appelle l'agenda 2030. Sinon, en 2031, on ne se reposera pas la question de si on continue ou si on ne continue pas, ou si c'est les bons termes ou pas les bons termes. Donc, d'une certaine manière, c'est certainement pas tout, mais ça permet de se mettre en mouvement. Je voudrais juste qu'on passe l'autre image. Donc là, pour le coup, pour nous, c'est de la pâte à modeler. On manipule en disant, mais comment ça? Effectivement, la question, elle n'est plus de dire, ce que je fais, c'est dans l'ODD 11, dans l'ODD 12, on ne va pas jouer au bingo, c'est pas ça le sujet. C'est comment on continue à vivre ensemble. Donc, c'est pas qu'est-ce que je fais dans tel ou tel impact sur tous les ODD. Et s'il y a un impact négatif sur un des ODD, je me questionne sur comment j'arrête de faire ça ou je le fais différemment. Voilà. Donc là, c'est vraiment pousser ça. Donc, on avait tout un tas de réseaux professionnels, sur des agendas 21 locaux, sur ceux des labos mobiles, sur de la participation citoyenne. Et il y a un an, on a arrêté. Patrick est venu et on a mis en place ce qu'on appelle la cousinade, interréseau, la Gironde Saint-Vin. C'est-à-dire qu'on met tous les réseaux, entreprises, territoires, etc. Et on dit maintenant comment concrètement, ensemble, on se saisit de ça pour transformer ce que nous faisons. Pas faire des choses en plus ou des choses à côté ou des choses... Comment on va transformer ce que nous faisons? C'est le sous-titre des ODD. C'est le sous-titre de l'agenda 2030. C'est transformer notre monde. Voilà. Donc c'est vraiment dans cette énergie-là, on en discutait un peu hier parce qu'on a eu la chance de se retrouver dans le train. Les ODD, il faut en prendre la force de vie. La force de vie, elle est dans la multitude des couleurs, elle est dans ce que ça amène, elle est dans la roue, dans ce mouvement de transformation qui est quelque chose qui est positif si on s'en saisit de tout et pas d'un petit bout. C'est l'alternative colorée à la grisaille de la technocratisation des ODD, où on va vous parler que des indicateurs pour remettre ça dans des cases toutes grises. C'est pas de ça dont on parle. On parle de la vie, on parle de continuer à vivre ensemble. Donc c'est dans cette intensité, c'est dans ce mouvement, et c'est dans cette sérénité. Nous on utilise, donc ce que vous avez là, c'est le mandala des ODD, où voilà, on va sereinement, ensemble, essayer de hisser tout ce que nous faisons à la hauteur des enjeux.